Se lever de son lit le matin peut parfois être douloureux. Faire sa toilette, prendre sa douche peut parfois être douloureux. Monter un escalier est douloureux. Faire ses courses, aller au travail, aller chercher ses enfants à l'école, porter son enfant dans les bras, c'est difficile. La douleur peut réellement mettre à mal le quotidien. Heureusement, à l'instar de Annie Arroche qu'on vient d'entendre, les soignants sont de plus en plus sensibilisés à sa détection et à sa prise en charge. Ça passe par des thérapeutiques médicamenteuses comme non médicamenteuses, avec l'objectif d'éviter que la douleur ne se chronicise. Je suis Charline de La Fontaine et vous écoutez Singularité, un podcast de la communauté Voix des patients qui donne la parole aux personnes vivant avec l'hémophilie, ainsi qu'à leurs proches et aux soignants qui les accompagnent. Dans ce 4e épisode de la saison 2, nous allons parler des progrès en matière de prise en charge de la douleur. Le planning de consultation du docteur Annie Arroche est chargé, ou devrais-je même dire surchargé. Pour chance, elle a pu débloquer un créneau en fin de journée pour me recevoir dans l'hôpital parisien où elle exerce et échanger autour de ce motif de consultation qu'elle ne connaît que trop bien, la douleur, tant dans sa forme aiguë que chronique. Bonjour, je suis Annie Arroche, je suis médecin dans un centre de traitement de l'hémophilie à Paris. Je suis pédiatre et je vois essentiellement en consultation des enfants, des grands enfants et des adolescents jusqu'à l'âge jeune adulte. Et puis je vois également parfois des adultes en consultation, en urgence lorsqu'il y a un souci aigu et parfois de manière ponctuelle dans le cadre de leur prise en charge. La plainte douloureuse est assez fréquente, tant chez les adultes que chez les enfants d'ailleurs, au moment des épisodes hémorragiques aigus, au moment d'une hémarthrose par exemple, ou d'un hématome musculaire. Et puis aussi, parfois, la douleur chronique est également présente, puisque les patients sont parfois un petit peu abîmés du fait de la récidive d'épisodes hémorragiques, d'hémarthrose. Et donc, la douleur chronique fait également partie de la vie de ces patients parfois. Est-ce que parfois aussi, certains patients peinent à exprimer leur douleur ? En effet, parler de la douleur en consultation est parfois un peu difficile. Ça n'est pas toujours abordé de manière systématique. On essaye, nous, en tant que soignants, de poser toujours la question, d'être sûr que dans la vie quotidienne, l'impact ne soit pas trop important de cette douleur. Pour essayer de la prendre en charge au mieux. Mais parfois, il y a effectivement des consultations où il y a beaucoup d'autres points qui sont abordés et parfois pas suffisamment concernant la douleur. Alors qu'en effet, la douleur a un impact sur la vie quotidienne, parfois de manière très importante et bien plus importante qu'on ne peut l'imaginer. La douleur, à force d'être chronique et tolérée, et donc les patients en général ont un seuil de tolérance à la douleur parfois élevée, et donc cette douleur chronique fait partie de leur vie et ils sont que partiellement soulagés et ils se disent être en vérité soulagés. Donc effectivement, cette douleur prend parfois une place un peu importante dans la vie de ces patients et pour nous, en tant que soignants, c'est important de la dépister pour pouvoir au mieux la prendre en charge et améliorer la qualité de vie des patients. Et qu'en est-il chez l'enfant ? Alors la verbalisation de la douleur chez l'enfant, elle est un peu particulière parce qu'elle dépend de l'âge de l'enfant. Les petits, évidemment, les tout petits ne verbalisent pas de la même manière que des enfants plus grands, que des adolescents ou des jeunes adultes. Donc on essaye de s'adapter à l'âge de chaque enfant. On a des échelles d'évaluation de la douleur qui sont dépendantes de l'âge de chacun et qui nous permettent comme ça d'évaluer un petit peu le ressenti de chaque enfant. Il y a parfois des échelles visuelles avec des petits visages qui montrent un visage content ou un visage triste, et puis toute une échelle de visages différents qui permet à l'enfant de se reconnaître peut-être dans ce qu'il peut ressentir. Après, il y a des échelles analogiques chiffrées, de 0 à 10 par exemple. On lui dit 10, c'est la douleur la plus difficile que tu aies jamais ressentie, la plus aiguë que tu aies jamais ressentie. Et puis 0, c'est pas du tout de douleur. Et puis il essaye de placer le curseur entre 0 et 10 et de mettre une espèce de note à sa douleur. Et puis voilà, après les ados et les jeunes adultes, en discutant, on arrive un petit peu à connaître l'impact, évaluer l'impact de la douleur dans la vie quotidienne. Mais l'expression est parfois difficile chez l'enfant jeune. Comment est-ce qu'on y répond ?
Alors répondre à la douleur, c'est difficile. Il faut répondre à la douleur aiguë et aussi à la douleur chronique. Alors on n'a pas les mêmes moyens de réponse. Sur la douleur aiguë, au moment d'un épisode hémorragique, c'est vraiment, en général, la réponse, elle est médicale et c'est un traitement antalgique, un médicament qui va vraiment calmer la douleur et puis le traitement médical de l'accident hémorragique, donc l'apport du traitement anti-hémophilique spécifique. Donc ça, c'est la prise en charge aiguë de la douleur. Après, on peut glacer un peu localement l'articulation, on peut immobiliser un petit peu. Voilà, après, ça, c'est des petits moyens qu'on utilise en aigu et ça permet de calmer la douleur. Et puis, en quelques jours, quand l'accident hémorragique est guéri, en général, ils ont plus mal assez rapidement. Après, il y a un autre pan de la douleur qui est la douleur chronique de ces patients. Alors, elle touche essentiellement les patients un petit peu plus âgés quand même, parce que c'est des patients qui ont été abîmés par les épisodes hémorragiques. Donc souvent, c'est des grands ados ou des jeunes adultes, et puis évidemment les adultes un petit peu plus âgés, qui sont, comme on dit, arthrosiques, arthropathiques, pardon. Et en fait, cette douleur-là, dans sa prise en charge, elle est parfois complexe, parce que bien sûr qu'il y a le versant médical strict avec les traitements antalgiques, qu'on a parfois du mal à adapter de manière très précise au ressenti du patient. Et puis après, il y a la prise en charge de la douleur chronique et de son retentissement au quotidien. Vous pouvez nous rappeler ce qu'est une arthropathie ? Alors, l'arthropathie hémophilique, c'est une complication de la récidive des hémarthroses. C'est-à-dire qu'à force d'avoir saigné dans une articulation, cette articulation va s'abîmer progressivement avec le temps et la récidive de ces épisodes hémorragiques. Et donc, elle va évoluer vers l'équivalent d'une arthrose précoce qui va être douloureuse et handicapante pour le patient. C'est la répétition des hémarthroses et la constitution de cette arthropathie hémophilique qui, effectivement, est en grande partie responsable de la douleur chronique des patients, oui. Alors la douleur chronique, par définition, elle est chronique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas aiguë, elle ne survient pas chez un patient qui n'avait pas mal, elle est là et le patient a un mal quasiment en permanence, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que en tant que soignant, on imagine une douleur différente, une douleur plus sourde, une douleur plus impactante dans la vie de tous les jours. Une douleur qui tire peut-être un peu, qui brûle peut-être un peu, mais moins que de manière aiguë, mais qui est tout le temps là, constamment, auquel peut-être certains patients s'habituent, et finalement, ils augmentent leur seuil de douleur et finissent par tolérer cette gêne. Mais oui, c'est une gêne, c'est ça. Moi, je définirais ça comme une gêne ressentie par le patient, une gêne douloureuse, chronique. Effectivement, dans la vie quotidienne du patient, elle est vraiment parfois dans le moindre acte de la vie de tous les jours. Se lever de son lit le matin peut parfois être douloureux. Faire sa toilette, prendre sa douche peut parfois être douloureux. Monter un escalier est douloureux. Faire ses courses, aller au travail, aller chercher ses enfants à l'école, porter son enfant dans les bras, c'est difficile. Donc oui, la douleur, elle est parfois vraiment tout le temps là et elle peut parfois pousser à des ressentis parfois très extrêmes. Et donc il faut être vigilant à ça et essayer de la prendre en charge avant qu'elle ne devienne trop invalidante. Il s'agit déjà, dites-vous, de rassurer vos patients. Comment est-ce que vous procédez ? Les premiers mots sont des mots de réassurance, de dire que on est là pour les soulager et qu'on fera de notre mieux pour les prendre en charge, médicalement, psychologiquement et spécifiquement contre la douleur. En pédiatrie, on rassure également les parents ? Bien sûr que les parents ont une place importante là, et effectivement, à la limite, j'ai envie de dire, on réassure d'abord les parents avant de réassurer l'enfant, parce que les enfants ont étonnamment une espèce de ressource en eux qui n'existe pas toujours chez l'adulte, qu'on perd un peu en grandissant. Et donc effectivement, les parents ont une perception de la douleur de leur enfant, parfois très douloureuse également. Et donc oui, on essaye de d'abord réassurer les parents avant de réassurer l'enfant. Est-ce qu'on a progressé en matière de suivi et d'accompagnement des personnes douloureuses ? Alors l'évolution de la prise en charge de la douleur a, je l'espère, évolué de manière positive ces dernières années. En tant que soignant, on essaye d'y être de plus en plus sensible. Il me semble que il y a quelques années en arrière, on l'a dépisté moins.
et donc on la prenait probablement moins en charge. Aujourd'hui, on essaye d'être effectivement plus proactif dans notre manière de faire en consultation et de poser les questions vraiment de manière très axée et très franche sur la douleur ressentie du patient. En termes de prise en charge, évidemment, on a les médicaments, les antalgiques tels qu'on les connaît aujourd'hui. Il y a des 3 paliers classiques d'antalgiques, les paliers 1, 2, 3. Il n'y a pas de nouveaux médicaments au sens innovation thérapeutique pour la douleur. Pour ce qui est justement de la prescription d'antidouleurs, est-ce que vous veillez à informer les patients quant au risque de mésusage ? Oui, tout à fait. On essaye de sensibiliser les patients au mésusage de certains médicaments. On leur conseille fortement d'à chaque fois revenir nous voir en consultation pour renouveler les ordonnances, pour ne pas qu'il y ait d'automédication sur certains médicaments qui effectivement peuvent entraîner une dépendance, les opiacés notamment. Et donc, c'est important sur ce point-là d'être vigilant sur la prescription d'un point de vue médical et sur l'éducation thérapeutique du patient, en effet, pour qu'il revienne à chaque fois en consultation régulièrement, se faire évaluer, évaluer sa douleur et adapter au mieux la prescription, oui. Qui sont les professionnels de santé qui prennent en charge les douleurs des personnes hémophiles ? Alors, les professionnels de santé qui prennent en charge la douleur, alors d'abord, il y a évidemment le médecin du centre de l'hémophilie, en premier lieu, puisque c'est le premier médecin qui finalement va tenter de dépister et qui reçoit la plainte première du patient. Donc, on essaye de faire au mieux pour effectivement prendre en charge la douleur. Après, on travaille aussi en collaboration avec des équipes spécialisées de médecins qui prennent en charge la douleur, des consultations spécialisées antidouleur, qui nous aident pas mal dans la prise en charge de ces patients, qui les voient de manière spécifique en consultation, indépendamment de nos consultations d'hémophilie. Donc ça aide pas mal pour adapter les traitements. Et puis aussi proposer des traitements alternatifs, la cryothérapie, la kinésithérapie. Nous également, on propose en consultation la prise en charge par des kinésithérapeutes. Le renforcement musculaire, c'est important pour l'amélioration de l'état articulaire des patients et la diminution de la douleur. On encourage l'activité physique adaptée pour les patients les plus abîmés. Et puis, ces médecins de la douleur proposent, donc je disais, la cryothérapie, parfois la balnéothérapie, parfois le TENS. Le TENS, c'est appliquer un petit courant électrique au niveau de là où le patient ressent sa douleur pour atténuer l'influx nerveux douloureux, en fait. Et donc, c'est une possibilité d'utilisation de ces thérapeutiques chez le patient hémophile. Est-ce que vous pouvez également nous expliquer en quoi est-ce que consiste la cryothérapie pour les personnes hémophiles ? Alors, la cryothérapie correspond à l'application de froid localement au niveau de la zone douloureuse du patient. Et donc, on applique soit directement des packs de froid protégés, évidemment. Il faut protéger sa peau parce que le froid brûle de manière un peu paradoxale, mais le froid brûle la peau, donc il faut y faire attention. Donc soit l'application de packs de froid tout simplement, soit en séance de kinésithérapie avec le kinésithérapeute, un petit appareil qui applique directement du froid localement, là où le patient est douloureux, et ça aide effectivement les patients à être un petit peu mieux soulagés. Et il y a aussi les massages. Alors, le kinésithérapeute, effectivement, propose également des massages. Il propose des exercices physiques qui permettent de remuscler un petit peu le patient, de tonifier un petit peu les muscles autour d'une articulation. Il propose parfois quelques étirements pour assouplir un peu l'articulation. Et puis, il peut proposer certains exercices d'étirement ou de consolidation musculaire à faire à la maison. Donc, oui, effectivement, le kinésithérapeute nous est d'une grande aide parfois. Et puis on peut aussi s'aider de la balnéo ? Alors la balnéothérapie, c'est faire quelques exercices dans l'eau, parce que l'eau permet aux patients de ne pas ressentir la lourdeur de ses membres. Et donc en se sentant plus léger, on arrive à mieux mobiliser ses articulations. Et donc l'exercice dans l'eau permet de remuscler de manière un petit peu plus facile son système musculo-squelettique et de renforcer tout ce qu'il y a autour des articulations. Et ça aide en effet les patients à mieux se mobiliser du fait de cet allègement des mouvements dans l'eau. On a également de plus en plus d'éléments sur les bénéfices de l'activité physique. Alors l'activité physique est bénéfique en général à tout le monde et en particulier aux patients hémophiles pour plusieurs raisons.
La première, c'est qu'elle permet de maintenir un état musculo-squelettique en bonne santé et donc permet aux patients d'avoir une musculature solide et donc des articulations un petit peu plus protégées par cette musculature. Après, la pratique d'une activité physique va permettre d'assouplir les articulations, de mieux appréhender notre équilibre et donc du coup probablement de nous protéger contre les chutes éventuelles. Elle permet de se sentir un petit peu mieux dans sa peau, d'améliorer l'estime de soi et puis d'améliorer sa qualité de vie en général. Elle permet également de maintenir un poids de forme, de ne pas être en surpoids, parce que le surpoids a également comme conséquence de peser sur les articulations. Donc un patient qui a des articulations déjà un petit peu abîmées, c'est important qu'il continue d'avoir une activité physique pour maintenir un poids de forme. Et puis après, il y a tout l'aspect un peu social du sport. Rencontrer des amis et faire un peu de sport, se dire qu'on peut y arriver, se dire qu'on peut gagner, se dire qu'on peut arriver à faire des choses. Donc il y a cet aspect très physique de compétences et de renforcement musculaire et squelettique. Et puis il y a aussi cet aspect social et psychologique de la pratique du sport, de se sentir mieux et d'avoir des relations sociales un peu comme tout le monde. Comment ça se passe quand la douleur est trop présente ? Alors, il y a effectivement les patients qui sont très douloureux et qui ne peuvent pas faire de sport comme on l'entend. Et donc, ces patients-là, on essaye de leur proposer ce qu'on appelle une activité physique adaptée. Avec le plus souvent soit un kinésithérapeute, soit un coach d'activité physique adaptée, lorsque c'est possible. Et donc, on leur propose des activités vraiment adaptées à leur situation physique. À leur ressenti. C'est-à-dire qu'un patient avec des articulations très abîmées, on va commencer vraiment par des petites séances de marche, des petites séances d'étirement, des choses un peu très, très douces au départ. Et puis après, progressivement, en fonction de ce qu'il ressent et de ce qu'il devient possible de faire, d'adapter au mieux une activité de plus en plus intense peut-être. Mais en tout cas, les patients les plus abîmés, on essaye effectivement de les faire prendre en charge par ce type de méthode, pour adapter au mieux l'activité physique. Mais ne pas en faire n'est pas une option qu'on a envie de prendre. Et quand toutes ces prises en charge ne suffisent pas, qu'est-ce qui nous reste comme solution ? Alors parfois, il y a des solutions orthopédiques à l'arthropathie. Donc une arthropathie très évoluée chez un patient hémophile va parfois aboutir, lorsque l'articulation est vraiment détruite, à l'indication de la pose d'une prothèse. Et donc une prothèse articulaire, on peut dire que c'est une forme de prise en charge de la douleur finalement, parce que ça apporte une solution fonctionnelle au patient, de pouvoir replier sa jambe, remarcher correctement, et donc forcément d'être un petit peu mieux soulagé en effet. Donc il y a effectivement ces solutions on va dire entre guillemets rhumato-orthopédiques, il n'y a pas que la prothèse. On peut parfois avoir des solutions d'infiltration de médicaments intra-articulaires. C'est d'ailleurs la première option avant la prothèse. C'est l'infiltration articulaire. On peut parfois aller faire des synovectomies, c'est-à-dire enlever la synoviale à l'intérieur de l'articulation, puisque c'est cette membrane-là à l'intérieur de l'articulation qui saigne. Et lorsqu'elle est très inflammatoire, très volumineuse, elle devient gênante. Elle entretient le saignement et la récidive du saignement. Donc parfois on fait des synovectomies. On peut faire effectivement des arthrodèses ou poser des prothèses à l'extrême. Donc oui, les solutions rhumatologiques et orthopédiques participent à la prise en charge de la douleur du patient, bien sûr. Et on n'a pas parlé des thérapeutiques complémentaires ? Dans les centres de prise en charge de la douleur, au moment des consultations spécialisées antidouleur, les médecins de la douleur peuvent également proposer des prises en charge un petit peu parallèles aux traitements médicamenteux habituels, en particulier la sophrologie, la méditation, l'hypnose et l'auto-hypnose. Et donc, ces types de prises en charge sont parfois très bénéfiques aux patients. L'idée, c'est aussi de veiller sur la santé mentale.
Alors la santé mentale est effectivement un point très important. Quand on définit la santé en général, il me semble qu'il y a les deux points, les deux aspects à prendre en compte, la santé physique et la santé mentale. Et donc on ne peut pas dissocier l'un de l'autre. Cette santé mentale, elle est dépendante finalement de la santé physique. Et quand un patient ressent de la douleur de manière chronique, il aura beau être très fort sur le plan mental, au bout d'un moment, il va y avoir un retentissement sur sa santé mentale. Et donc effectivement, la prise en charge du patient douloureux chronique passe par la prise en charge de sa douleur, certes, mais aussi des conséquences de la douleur. Les conséquences, elles sont parfois sociales, professionnelles, familiales, personnelles et psychologiques. Donc cette santé morale, elle est essentielle à prendre en charge, parfois de manière très spécifique, par des psychologues et pour certains patients même par des psychiatres. Est-ce que ça peut aussi passer par des échanges entre personnes vivant avec l'hémophilie ? Le simple fait d'en parler peut aider le patient, c'est-à-dire ne pas penser qu'on soit seul avec sa maladie, qu'il y a aussi d'autres gens qui ont également la même maladie, qui peuvent avoir les mêmes difficultés, ressentir les mêmes choses. C'est parfois un peu rassurant. Et puis, le fait de se retrouver effectivement entre patients, de se raconter des choses simples de la vie, de ce qu'on peut ressentir, aide à mieux appréhender effectivement les choses, en particulier la douleur. Vous venez d'écouter le 4e épisode de Singularité, un podcast de Voix des patients, la plateforme d'accompagnement des personnes atteintes de maladies chroniques des laboratoires Roche et Chugai. Vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, et pensez à vous abonner pour n'en rater aucun. Singularité est produit par Louis Créative, l'agence de création de contenu de Louis Média, sur une idée originale de l'agence Intuiti. Marine Kéméry en a composé la musique et Adrien Françoise a réalisé et mixé cet épisode.